Eh bien, très chers amis, bonsoir. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce selfie. Et ce soir, c'est plus qu'un selfie puisque c'est un direct qui maintenant, s'installe et prend une grande part, parmi vous. Et j'en suis très fier que ce moyen de communication, qui peut-être des fois n'est pas des plus meilleurs, soit transformé en cette idée de dire que finalement, on peut véhiculer de la Torah par Facebook, ce qui est magnifique. Avant de commencer, très chers amis, tout d'abord dédier pleinement ce shiur pour la Refoua Shelema de Léa Bat Miriam. Si vous avez des autres personnes à mentionner, je me ferai un plaisir de dédicacer ce shiur pour des raisons importantes. Ce sera un plaisir de le faire. Avant de commencer aussi, j'aimerais remercier vraiment de tout cœur un ami qui m'accompagne déjà depuis un certain temps et qui prend de son temps pour que vous puissiez voir clairement ce cours, mon ami Gabriel Arbiv, que je porte très très proche de mon cœur et que je remercie pour son dévouement à la diffusion de la Torah. Très chers amis, est-il possible encore aujourd'hui de s'engager pour un mariage? Voici le titre de ce soir, ou bien topo sur les Shidduchim, suite et fin. Il y a de ça une semaine, très chers amis, nous avions mentionné certains points que j'aimerais très rapidement résumer pour, à la suite, continuer sur cette idée. Tout d'abord, nous avions mentionné l'importance de se marier. Ne pas croire que faire Shabbat, mettre les tefilines, toutes ces mitzvot qui sont certes très importantes, sont écrits dans la Torah et pas autre chose, car se marier aussi, très chers amis, c'est écrit dans la Torah, c'est une mitzvah. Alken ya'azov ish et aviv et imo. Voilà pourquoi le mari, l'homme, quittera son père et sa mère. Vedavak beishto, il se collera à sa femme. Il y a des explications pourquoi est-ce que ça a été écrit vis-à-vis du mari. En tout cas, la Torah a mentionné cette mitzvah de devoir se marier. Pourquoi un chidour, avions-nous demandé la semaine dernière? Pourquoi ne pas vivre en copinage, se connaître, savoir qui on a en face, puis après envisager quelque chose de plus sérieux? Là aussi, très chers amis, nous avions donné plusieurs raisons de ne pas penser dans ce sens. La plus évidente, c'est ce que nous avions appelé Ivut Amemadim, ou plus précisément ce que Rav Simcha Cohen a appelé, puisque je vous rappelle quand même que nous sommes sur le livre du Rav Simcha Cohen, en compagnie d'un élève de Rav Simcha Cohen, comme je l'ai dit samedi soir, toutes les bonnes choses que vous écouterez ce soir, faites-les dépendre de lui, et les bêtises, faites-les dépendre de Jonathan Chokron. Très chers amis, la disproportion des valeurs. Vous savez, quand on vit en couple, en copinage, on a toujours envie de faire bonne impression. Tout d'abord parce qu'on vit peut-être pas ensemble toute la semaine. Ensuite, parce que quand on se voit, c'est un plaisir de se retrouver, on fait un break, on se retrouve et tout ça. Donc quelque part, les vraies valeurs, le vrai tempérament de la personne n'est pas dévoilé au grand jour. Rav Simcha Cohen imagera cela un petit peu à quelqu'un qui ferait du tourisme, comme on a l'habitude d'aller en Eretz Israël et de dire Eretz Israël, c'est extraordinaire. Il est vrai, Eretz Israël, c'est extraordinaire. Mais quand vous partez en général, très chers amis, vous faites très souvent du tourisme. Les Israéliens sont très sympathiques, ils vous accueillent, ils vont rigoler avec vous, plaisanter avec vous. Mais quand on habite là-bas, c'est pour ça que moi, je vous fais cette petite parenthèse, les gens ils disent « Mais ouais, moi j'ai déjà vécu en Israël, je passe toutes mes vacances là-bas. » Ça ne s'appelle pas vivre en Israël, très chers amis. Vivre en Israël, c'est s'installer, ne pas revenir en France. Vivre en Israël, c'est au jour le jour, à l'heure, fréquenter les Israéliens, vivre avec eux, travailler avec eux, acheter avec eux, faire du commerce, installer ses enfants dans un milieu scolaire israélien. Tout ça, c'est une vie tout à fait différente. Vivre dans un pays, très chers amis, et faire du tourisme dans un pays, c'est pas la même chose. Vivre avec un conjoint en copinage, c'est quelque part faire du tourisme dans le mariage. On prend, entre guillemets, ce qui est beau, ce qui est agréable, tous ces moments-là de profit, de voyage. Mais quand la personne doit s'engager, quand la personne doit prendre une véritable décision de se marier,
je peux vous garantir que la donne change très très vite. Et c'est pour ça que très souvent, comme je disais tout à l'heure encore à quelqu'un, on a souvent des personnes qui se rétractent, qui hésitent à faire le pas, pour la simple et bonne raison qu'elles ont peur de s'engager. Il y a la parnassa qui est en jeu, il y a la famille qui est en jeu, il y a les copains qu'on va devoir quitter, il y a la maison qu'on va devoir assumer, tant le mari que la femme. Toutes ces choses-là sont un petit peu ce qu'on appelle aujourd'hui l'enterrement de vie de garçon, parce que vivre marié, c'est pas vivre célibataire. Et donc, forcément, quand on vit marié, on a toutes sortes d'engagements qui s'imbriquent. Et c'est pour ça que j'ai lu une fois dans un livre que jusqu'au jour du mariage, on peut avoir des doutes. Avoir des doutes, c'est pas forcément remettre en question le conjoint qu'on a ensemble, qu'on a en face de nous. Avoir des doutes, c'est tout simplement avoir peur de l'engagement. Et voilà pourquoi, quand on fait des shidduchim, ce qui est important, comme nous l'avons dit la semaine dernière, eh bien, c'est de se mettre à chercher quelqu'un qui va me correspondre au maximum. Et ce quelqu'un qui va me correspondre au maximum, eh bien, il va pouvoir m'aider justement à enlever tous ces doutes. Parce que si on a pris quelqu'un qui déjà au niveau familial, au niveau social, au niveau de l'âge, au niveau de l'intellectuel, au niveau des manières, tout ce que nous avons mentionné la semaine dernière est différent de moi, eh bien, ça va être très difficile. Comme je l'ai dit la semaine dernière, le début du mariage est une période qui n'est pas forcément la plus joyeuse. Certes, on est heureux d'enfin vivre une vie de couple. Certes, on est content de vivre ensemble. Mais la plupart du temps, au début, eh bien, il y a ces habitudes qui se confrontent. Et donc, si la personne, elle n'a pas acquis une maturité assez grande, si la personne, elle n'a pas appris à encaisser ces coups-là, qui des fois, un petit peu moins de confort, un petit peu moins, eh bien, de timidité, un petit peu plus de don à l'autre, ça va être très difficile. Et nous nous étions arrêtés à un point qui a été d'ailleurs soulevé et remis en souvenir sur mon compte cette semaine, le point des renseignements. Alors, avant tout, avant peut-être d'entamer eh bien, cette idée-là, j'aimerais ici peut-être souligner la valeur, parce qu'on parle ce soir de shidduchim, on parle de rencontres. J'ai eu l'occasion de dire à quelqu'un, en dehors de toute la participation, en dehors de toute la motivation, en dehors de toutes les démarches que vous allez pouvoir faire dans votre vie, il y a aussi quelque chose de très important. Il y a l'idée de la tfila. Très souvent, on dit, j'ai été voir cette personne, et j'ai été voir elle, et j'en ai parlé autour de moi. Mais est-ce que tu en as parlé à Hachem? Est-ce que tu en as parlé à la personne qui est en fait la plus proche de toi et qui a le pouvoir entre ses mains de pouvoir tout changer? J'ai encore lu il n'y a pas longtemps, dans les Masechet Avot, qu'est-ce qui est écrit dans Masechet Avot, très chers amis? Dans Masechet Avot, il est dit, le maxime des pères, sur 3 choses le monde repose. Sur la Torah, sur la charité et sur le service dans le temple. C'est-à-dire que tout ce qui fait tenir le monde, qu'on soit conscient de ce qui est dit ici, tout ce qui va faire tenir le monde, eh bien, c'est en fait ces 3 piliers. Tout d'abord, étudier la Torah, ensuite, faire de la charité autour de nous, et la 3e chose, c'est sur laquelle j'aimerais m'attarder, le service dans le temple. Qu'est-ce que c'est le service dans le temple, très chers amis? Eh bien, ce sont ces corbanotes, ce sont ces sacrifices-là, qu'à l'époque, dans le Beth Amikdash, les Kohanim approchaient. Or, aujourd'hui, diront les Baalé Moussar, eh bien, si il n'y a plus les corbanotes, s'il n'y a plus les sacrifices, ce qui reste pour la personne, eh bien, c'est la prière. Ça voudrait dire autrement et explicitement que quelqu'un qui prie est en train enfin de soutenir le monde. Mais il ne soutient pas uniquement le monde, il soutient sa famille. Et donc, par raisonnement inverse, quelqu'un qui va omettre de faire une fila, il faut tous bien se mettre ça dans la tête, moi le premier, quelqu'un qui ne va pas faire à la tfila, il manque de soutenir son monde à lui, sa famille à lui. Et donc je dis à tous les jeunes qui nous regardent ce soir, la première démarche, quand arrive un âge où on commence à quelque part un petit peu désespérer,
entre guillemets, en shum yush baolam, comme dit Rabbi Nachman de Breslev. Il n'y a pas de désespoir à avoir, mais il y a de l'action à faire, très chers amis. Quand on a entre nos mains cette possibilité, cette motivation de pouvoir faire la tfila pour soutenir son monde personnel, puisque la Mishnah nous le dit, qu'est-ce qui soutient aujourd'hui la personne? Qu'est-ce qui va faire que la personne, Be'ezrat Hashem, elle va être entendue d'Akadosh Baruch Hu, et elle va voir une Yeshua, elle va avoir quelque chose qui va changer, c'est la tfila. Et ça, Baruch Hashem, nos rabbanim, ils nous l'ont assez répété. J'ai en tête Rav Sitruk, Zecher Tzadik, Vekadosh Livrachak, durant les Spedim que j'ai pu donner ici à Marseille, je l'ai tant de fois répété, que la force du Rav Sitruk, avant tout, eh bien, c'était cette idée de tfila. C'était cette idée à la maïm et à la esh, dans l'eau et dans le feu, dans n'importe quelle circonstance, fallait faire tfila béminyan. Parce que justement, il avait compris que pour pouvoir soutenir quelque part son monde, pour pouvoir soutenir, eh bien, l'idée d'avancer dans la vie, il n'y avait qu'un seul moyen avant tout, c'était d'en parler à Hachem. Alors, très chers amis, voilà pourquoi il m'était agréable et important de faire cette préface. Nous sommes arrivés au renseignement. Alors, quelquefois, très chers amis, je tournerai ma tête parce que j'aimerais ce soir ne pas louper des détails qui sont tellement importants à écouter pour ceux qui sont justement dans cette période de rencontrer, dans l'idée de se marier. Premier point ce soir sur lequel j'aimerais m'attarder, eh bien, sur la façon dont on doit se renseigner. Vous avez bien entendu, quand on fréquente un garçon, quand on fréquente une fille, on a besoin d'avoir des renseignements. On ne peut pas rencontrer une jeune fille simplement parce qu'elle est belle. On ne peut pas rencontrer un garçon simplement parce qu'il est généreux. Ça ne suffit pas. Il y a de tant et tant de choses à se renseigner. Comme dit ici, premièrement, Rav Simcha Cohen, est-ce qu'il est heureux? C'est possible qu'il donne beaucoup d'argent. C'est possible qu'elle soit très très mignonne. Mais est-ce qu'elle s'est amenée la simcha dans la famille? Est-ce que quand le soir tu vas rentrer chez toi à la maison, toi ou ta femme, elle va trouver un homme et une femme qui est heureux à la maison? Est-ce qu'il a la simcha? Est-ce qu'il a la joie d'être rentré à la maison? Parce que vivre avec quelqu'un qui est dans une perpétuelle monotonie, vivre avec quelqu'un qui en permanence se plaint, vous croyez que c'est facile? Alors quand tu étais avec lui, vous étiez avec des copains, il rigolait, il était gentil, il était sympa. Mais qu'est-ce qui se passe quand quelque part il se retrouve seul à la maison? Est-il la même personne joviale? Est-ce qu'elle est capable le soir de t'accueillir avec un agréable sourire, de te dire chérie, ça me fait plaisir que tu sois rentré à la maison, on a travaillé tous les deux durement aujourd'hui, maintenant on va passer une bonne soirée. Ces choses-là, il faut se renseigner, très chers amis. Il faut être capable de savoir à qui on a affaire. Est-ce que c'est une personne qui vit avec le stress? Est-ce que c'est quelqu'un qui sait encaisser, comme je l'ai dit tout à l'heure, le stress? Parce que très souvent, il y a des gens, malheureusement, qui ne sont pas capables d'encaisser le stress. Alors, je vais me renseigner. Je vais voir, est-ce que la personne avec qui je fréquente, est-ce que c'est quelqu'un qui est stressé ou plutôt calme? Est-ce que c'est quelqu'un aussi, eh bien, qui est de suite impulsif, qui ne supporte pas qu'on lui parle mal, qui veut son respect, et gna gna gna, et gna gna gna? Ça, c'est très important. Est-ce que c'est quelqu'un qui est tolérant? Est-ce que les gens qui le voient autour, quelle apparence a-t-il? A-t-il une apparence, eh bien, positive ou une apparence négative? Est-ce qu'il a fait des études? Parce que si vous avez fait, comme j'ai dit l'autre fois, d'un côté, il ne faut pas que ce soit quelque chose qui bloque les études. D'accord? C'est pas parce qu'il n'a pas fait exactement le bac plus 15 comme toi que tu ne vas pas le rencontrer. Mais d'un autre côté, il y a quand même la classe sociale. Vous comprenez? C'est-à-dire que d'un côté, on ne doit pas faire de différence. J'ai en tête, par exemple, eh bien, une Mishnah qui raconte que le jour de Tou B'Av, eh bien, toutes les jeunes filles sortaient habillées de la même façon pour ne pas faire honte à celles qui n'avaient pas. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a quand même une idée de classe sociale qu'on essaye de préserver, de ne pas mettre à froid ou ne pas offusquer. Donc bien évidemment qu'on doit quand même vivre et choisir une personne qui est de la même classe sociale. Je vais vous donner un exemple très très simple. Parce que si on n'est pas de la même classe sociale, vous allez sortir ensemble et puis
vous n'allez peut-être pas rencontrer les mêmes genres de personnes, vous n'allez pas avoir les mêmes amis, vous allez vous retrouver dans une soirée et puis vous n'allez pas savoir quoi dire. Toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont importantes. Vous allez rencontrer ses parents, peut-être que ses parents, ils ont des manières différentes de voir les choses. Donc on doit être capable de voir quelle classe sociale, eh bien, ces gens-là ont adopté. Autre chose aussi, très chers amis, est-ce que la personne avec qui je vais vivre est une personne qui sait vivre avec d'autres gens? Ça, c'est très, 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 très important. Parce que des fois, malheureusement, quand un jeune homme ou une jeune fille se marient, ils ont l'impression qu'ils vont vivre, mais qu'ils vont vivre d'une façon indépendante, qu'ils vont pouvoir vivre un peu les mêmes solitaires, les mêmes loups solitaires qu'ils étaient avant. Or, ce n'est pas vrai. Quand on se marie, eh bien, il y a tout sauf la solitude. Le fait de se marier, c'est en fait accepter que dans ma vie, je ne vivrai plus seul. Je ne serai plus le même homme qui cherchait à l'époque la tranquillité, la solitude, le silence, le calme. Pas du tout. Une femme, elle a besoin que ça bouge. Une femme, elle a besoin d'avoir un mari qui, quelque part, va égayer la maison, va faire vivre, va faire vibrer les choses. Donc si vous rencontrez un garçon qui n'est pas comme ça, très chère jeune fille qui nous écoutez ce soir, vous allez avoir du mal. Vous allez avoir du mal à vous faire une raison de vivre avec un homme pareil. Ah mais il est gentil, ah mais il est agréable. Mais est-ce qu'il supporte après de vivre avec une personne au jour le jour? Parce que très souvent, les gens qui, en communauté, sont joviales, sont gentils, c'est pas les mêmes. J'ai toujours l'habitude de raconter cette histoire qui est très connue dans le monde des yeshivot, où il y avait deux bachoué yeshivot, deux jeunes hommes, un qui était jovial, gentil, agréable avec tout le monde, il souriait, tout ça, et l'autre, bon, il était, comment dire, très timide, pas accessible, si je peux me permettre. Et un jour, ces deux jeunes hommes, ils se sont mariés. Or, celui qui était tellement jovial et gentil et accessible et tout ce que vous voulez, qu'est-ce qui s'est passé? Le jour où il s'est marié, c'était plus le même à la maison. Et l'autre, celui qui apparemment était très discret et qui faisait pas de bruit et qu'on n'entendait pas, il a rendu sa femme la plus heureuse du monde. Ça veut dire que quoi? Que ce qu'on peut voir à l'extérieur, c'est pas forcément, eh bien, ce qu'on va voir à l'intérieur. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin que les personnes se renseignent, les parents, la famille, on verra par qui. Autre chose aussi, c'est pas forcément, écoutez bien ce que je vais vous dire maintenant, que le conjoint ou la jeune fille ou le jeune homme que vous allez rencontrer n'a pas le même caractère que vous. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas ensemble. Parce que très souvent, qu'est-ce qu'on s'est rendu compte? Que un jeune homme qui était très excité, eh bien, a rencontré une jeune fille très calme. Et ils ont vécu pour le meilleur des mondes. C'est-à-dire qu'en fait, très souvent, le caractère n'est pas forcément, ou ne doit pas être forcément correspondant. Et je vais vous dire plus. Le Rav Simcha Cohen dit que des fois, les opposés, eh bien, s'appellent et se rapprochent. Des fois, on peut être très, très opposés, mais en fait, c'est ce qu'on a besoin. Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que justement un jeune homme et une jeune fille qui se marient, sachez de plus, ça va vous donner peut-être une grande espérance. C'est pas une histoire, hein, c'est pas des blagounettes. La Gemara dit que 40 jours avant la naissance du fœtus, avant la formation du fœtus, Akadosh Baruch Hu, il dit ce jeune homme ira avec cette jeune fille. Alors j'en suis sûr qu'il y en a plein qui sont en train de m'écouter ce soir et qui doivent se dire mais rabbin, monsieur le rabbin, arrêtez. Et tous les garçons et toutes les jeunes filles qui ne se sont pas mariés, mais je vais vous donner la réponse. La réponse, elle est très très simple. On peut louper son mazal. Écoutez bien ce que je dis. On peut louper son mazal. C'est-à-dire que des gens, des fois, ils vont louper ce qu'on appelle le zivug rishon. À force d'être difficile, à force de dire ça ne correspond pas, et elle n'a pas les yeux de la même couleur que moi, et lui il n'aime pas les mêmes couleurs d'habits que moi, et ainsi de suite, et toutes ces bêtises, eh bien très souvent on peut passer à côté de son mazal, d'où je le sais. Et ça, j'aime à le répéter. La période de Tisha B'Av, depuis le 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av, on n'a pas le droit de se marier, vous le savez très bien. Ces 3 semaines-là qui tombent en été. Or, la halakha nous dira qu'on peut officialiser une rencontre. Pourquoi?
Shema yekadmenu acher berachamim. Parce que viendrait peut-être quelqu'un d'autre à prier pour ce jeune homme. Une jeune fille dirait Hachem, Hachem, je t'en prie, donne-moi Brad Pitt. Non, c'est pas Brad Pitt. Donne-moi ce jeune homme, donne-moi ce jeune homme. Et qu'est-ce qui va se passer? Akadosh Baruch Hu, il va tellement entendre des tfilotes, tellement, bien que ce Brad n'était pas fait pour cette Rivka-là, mais les tfilotes de Rivka ont été tellement fortes, eh bien que ce jeune homme qui devait aller se marier avec une jeune fille depuis sa naissance, se retrouve happé et attiré. Vous voyez la force de la tfila que je vous ai dit tout à l'heure par les tfilotes de Rivka. Donc vous voyez bien ici, très chers amis, que le mazal peut être chamboulé. Il peut être bougé. Donc ça veut dire que ces jeunes filles et ces jeunes hommes-là, et malheureusement on en rencontre sur nos parcours, qui n'ont pas trouvé leur mazal, c'est très souvent, pour pas dire à chaque fois, à cause de leur exigence et de leurs difficultés. Vous savez, vous êtes en bas. Oui, très bien. Zivou Grishon, la première personne qui nous est destinée, tout à fait. Raza Gabriel. Oui, la première personne qui m'a été destinée, elle peut m'être enlevée si je suis trop difficile. Et j'ai pas, on va dire, j'ai pas plaisir, mais j'ai attention à le demander souvent. Quand je rencontre des fois malheureusement, ça me fait de la peine de les appeler comme ça, des vieux garçons ou des vieilles jeunes filles, parce que Bezrat Hashem, ils trouveront leur mazal. Il n'y a pas de limite pour le mazal, d'accord? Encore, il n'y a pas longtemps en Eretz Israël, on a entendu un couple qui s'est formé à l'âge de 65 ans. Un jeune homme qui malheureusement est devenu vieil homme, d'accord? C'est pas vieux. Par rapport au mariage, je dis que 65 ans, c'est quand même un âge avancé. Et il a trouvé son mazal à 65 ans. Mais quand on demande à ces gens-là qui, malheureusement, tant et tant d'années, n'ont pas encore trouvé leur mazal, demandez-leur, il n'y a pas eu une fois dans ta vie, hein, c'est un garçon par exemple, où il y avait une fille qui te plaisait vraiment, et que tu sentais qu'elle te correspondait, et il te dira oui, c'est vrai, mais à l'époque, j'étais pas prêt, mais à l'époque, je pensais trouver plus jolie, mais à l'époque, c'est des bêtises tout ça, c'est des bêtises, il faut comprendre, et comme on l'a dit, si dans les grandes lignes de ta recherche, tu as pris une feuille, tu savais ce que tu voulais, oui, mais peut-être que tu comprends, mais est-ce qu'elle saura me faire une omelette? Est-ce qu'elle saura repasser mes chemises comme ma mère? Mais est-ce qu'il sera autant gentil que mon père? Est-ce que le dimanche, il m'amènera en bateau comme mon père? Oui, mais toutes ces choses-là, c'est des détails. Excuse-moi de te dire ça. C'est une fille qui te correspond. C'est une fille qui est sniout. C'est une fille qui a des ambitions de construire quelque chose dans sa vie. C'est une fille qui veut avoir des enfants et fonder une famille. C'est un garçon qui a la tête sur les épaules, qui a une situation. Il est mignon. Bon, alors il n'a pas la situation de Bill Gates. Ok. Mais peut-être qu'en se mariant avec toi, tu vas lui donner le mazal. Tu sais, c'est comme, je vais ouvrir une parenthèse. Il y a des fois des gens qui disent, parce que je parlais de Bill Gates et Mazal, il y a des gens qui disent, moi, après 2 enfants, oh, ça y est, ça me suffit, hein, pas plus que ça, hein, ça y est. On dit ça, c'est la plus grave erreur qui puisse exister. Je l'ai encore lu dans un livre qui s'appelle Mafter à Parnassa. Je vais vous dire pourquoi. Et je pense que pour les shidduchim, c'est la même chose. C'est-à-dire que des fois, vous rencontrez un garçon ou une jeune fille, ouais, mais ouais, bah là, ils n'ont pas trop les moyens, hein, ses parents, moi je sais pas, mes parents, ils seront peut-être pas d'accord. Les moyens, ça ne doit pas être un frein. Alors encore une fois, on ne doit pas avoir un décalage on ne doit pas avoir un décalage de société, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais c'est pas parce que c'est pas des fortunes et des milliardaires qu'on doit arrêter le chidour. Parce que bien au contraire, très souvent, quand vous allez mélanger vos mazals ensemble, eh bien, vous allez quelque part actionner des portes qui ne se seraient pas ouvertes. Et ça, on le dit au sujet des enfants. Imaginons Esther et David, ça fait 15 ans qu'ils sont mariés ensemble, ils ont 2 enfants, et puis ils se sont décidés d'arrêter d'en avoir parce que ça coûte cher. Ça coûte cher un enfant, c'est vrai, les couches, le lait, les habits, les collages, les patatis, les études, les machins, les trucs, les sorties, les colonies, tout ça. Et donc ils se sont arrêtés. Mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris? C'est qu'en fait, l'enfant qui aurait pu naître de leur union, lui, il était né sous un mazal de toute sa vie être riche. Il y a des mazalotes, il y a une espèce de gilgoulim qui se passe. Et donc en fait, eux, Esther et David, ils ont décidé de ne pas avoir d'enfants. Mais qu'est-ce qui s'est passé? En n'ayant pas d'enfants, ils ont tout simplement pas ouvert leur mazal. Donc qui vous dit, au même titre pour les shidduchim,
que la personne que vous avez refusé de rencontrer, que le jeune homme ou la jeune fille que vous avez refusé de rencontrer, c'est pas eux quelque part qui allaient amener le mazal, c'est pas eux qui en fait ensemble, par son mérite et par ton mérite, vous allez ouvrir la parnassa. La parnassa c'est Mina Shamaim. Autre chose aussi, et ça on l'a répété déjà l'autre fois, que vous ayez le même niveau de judaïcité. Je l'ai répété en fin de cours l'autre fois, c'est très important. Des fois, ça me fait rigoler, parce que j'entends des garçons qui disent, ou des filles qui disent, moi, de toute façon, je le rendrai ou je la rendrai religieuse. Arrêtez de vous faire des illusions. Vous croyez que la personne, elle peut changer du jour au lendemain, ça prend des années. Et qu'est-ce qui se passe après? Très souvent, le garçon ou la fille sont plus religieux l'une de l'autre, d'accord, ou l'un de l'autre. Et ce qui se passe, c'est que le mari ou la femme, le conjoint, on va dire ça comme ça, religieux, lui va tirer vers le haut, et celle qui est le conjoint un peu moins religieux, il va tirer vers le bas. Et ça va créer des tensions énormes qui peuvent amener, on a déjà eu des cas, à des divorces, parce que elle veut être Shomeret Shabbat, elle veut enlever la télé de la maison, et lui, quand il arrive le vendredi soir, il y a l'OM PSG, je vois mon match. Demain, on fait une sortie en bateau, je sors en bateau. Mais pourquoi tu vas pas à la synagogue et tout ça? Mais ces pleurs-là, ma très chère, il fallait les avoir avant le mariage. Tu savais que son père et sa mère, ils n'étaient pas Shomrei Shabbat. Tu savais que sa sœur, elle fréquentait un goy. Toutes ces choses, toutes ces configurations, elles auraient dû... Oui, mais il était mignon, il était gentil, il m'avait fait des cadeaux. Mais regarde plus loin, Ezeu Chacham. Et cette phrase, elle prend tout son sens. Elle prend tout son sens au niveau des Shiduchim. Ezeu Chacham, qui est intelligent, Aroé et Anolad. Celui qui est capable de voir le lendemain. Celui qui ne voit pas le lendemain dans ce genre de choses, dans ce Shiduchim, ça risque de lui porter préjudice. Alors chez qui on se renseigne, puisqu'on a parlé des renseignements? À Birour, Sarer Liazot et Tzel Arotzim Laazor Lecha Velo La ou La Velo Lecha. Je dois prendre des gens qui soient le moins proches du conjoint sur lequel je veux me renseigner. Parce que si vous allez appeler la tante du jeune homme, ah, ma tchikpara, mon neveu et tout, c'est le plus beau, c'est le plus gentil. Ils ne vont pas vous dire des choses qu'il ne faut pas. Ou bien si vous allez prendre la cousine de la jeune fille, ma cousine, mais elle est top et tout, c'est la meilleure fille du 36e et tout ça. Eh bien, ces choses-là, c'est des choses à faire intelligemment. Donc on va prendre des amis, pas spécialement proches, des rabbinim, des professeurs, des gens qui ont eu en classe, d'accord, cette personne, et on va poser des questions qui n'ont pas l'air d'être des questions de détective privé. On va ouvrir la discussion sur cette personne. On ne va pas poser des questions qui, des fois, eh bien, sont embarrassantes. On va poser des questions qui montrent qu'on a simplement envie de savoir qui je vais rencontrer. Et par cet intermédiaire de questions, eh bien, on va peut-être apprendre un petit peu plus sur la personne qui est en train de vivre avec moi. Et grâce à ces questions-là, eh bien, on va voir, est-ce que la personne qui est en face de moi me correspond-elle, ou bien est une personne qui en fait ne me correspond pas à moi, mais correspond à mon ami ou à quelqu'un d'autre. Et avec cette lucidité, on évite, comme j'ai dit tout à l'heure, eh bien, de nombreux problèmes. On va essayer d'un petit peu avancer, puisque en fait, jusqu'à maintenant, dans cette demi-heure, on a simplement résumé le cours de la semaine dernière. Maintenant, comment on se prépare à une rencontre? Alors là, encore une fois, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a deux écoles. Parce que c'est vrai qu'on m'a reproché un petit peu dans les derniers cours de prendre un style de société qui n'est pas le style qui correspond à tout le monde, c'est vrai. Donc, comment on se rencontre? Il y a deux possibilités. Ou bien, vous organisez un restaurant, et puis vous vous rencontrez, vous êtes des grands garçons, des grandes filles, et puis vous vous rencontrez, mais d'une façon décente. Parce que des fois, comme j'ai dit, il faut bien faire la différence entre ceux qui vont se rencontrer pour passer une soirée agréable, mais qu'en fait, ils n'ont aucune idée de construire. Malheureusement, il y a des filles sérieuses, des garçons sérieux, mais il y a aussi des filles qui ne sont pas sérieuses. Et c'est juste une histoire. Il y a des garçons qui ne sont pas sérieux et qui ont juste envie de faire la fête. Donc, quand on est dans une ambition et qu'on a l'âge, on doit reconnaître que quand on va faire une rencontre de cet ordre-là, il faut que ce soit une réunion sérieuse. D'accord? Et ce qui est important, comme dit ici le Rav Simcha Cohen, le jour du rendez-vous, ne pas raconter.
Ne pas raconter, ah ouais, ça y est, j'ai un rencard et tout, je te dis pas et tout, je vais le rencontrer. En abracha shrouya. Les chachamim, ils ont dit, la bracha ne réside que dans les choses qui sont cachées de l'œil. Faut pas raconter. Le jour où vous sortez pour rencontrer un garçon ou une fille, faut pas raconter. Discrètement, d'accord, vous allez aller à cette rencontre. Parce que très souvent, quand on parle, et puis après on raconte, et puis chacun dit son avis, mais ils sont pas à votre place. C'est pas eux qui vont se marier. Peut-être que toi, tu vas sentir des choses que les autres ne vont pas sentir. Et peut-être que toi, tu vas te méfier des choses que les gens ils vont dire c'est pas grave alors que c'est grave et tu as raison de t'inquiéter. Donc ne pas trop raconter, d'accord? Mais par contre, se faire conseiller par des gens qui sont capables de vous renseigner. Baruch Hashem, il y a des madrichei khatanim, il y a vos parents qui vous connaissent mieux que tout le monde. Il y a des gens sur qui on peut compter qui vont justement vous aider à avancer. Des choses aussi qui paraissent élémentaires, mais si le Simcha Cohen en parle, c'est que des fois, c'est ne pas partir à la rencontre fatigué ou affamé. C'est vrai, des fois, on rentre du boulot, on s'est donné rendez-vous ce soir pour faire un restaurant, mais si toute la soirée, tu es en train de voir le serveur qui passe avec les plats et tout, et tu n'es même pas en train de te concentrer sur la fille ou le garçon que tu rencontres, ça va se passer mal. Donc, on mange un petit quelque chose, d'accord? On épanche sa soif, on fait un petit somme. Ce jour-là, on essaye de sortir peut-être un petit peu plus tôt du boulot pour pouvoir arriver frais pimpant et disponible à discuter. Et maintenant, on va essayer de parler. Oui, alors ici, quelque chose de très important, on ne fixe pas de rencontre. Toutes ces choses-là, des fois, on n'est pas au courant, mais prenez-y note. On ne fixe pas de rencontre la veille d'examen. Demain, tu vas valider ta P1 de médecine. C'est pas ce jour-là où tu dois rencontrer Sephora. D'accord? Demain, tu vas valider ta dernière année de Sciences Po. C'est pas demain qu'il faut rencontrer David. Et oui, ces choses-là. Parce que toute la soirée, tu vas faire quoi? Tu vas penser à ton examen du lendemain et tu vas foutre en l'air ta rencontre. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Première rencontre, très chers amis. Première rencontre avec un garçon ou une fille. Ena melamedet veloklu mirak achana lebgesha rishona. Il ne faut pas tirer de conclusion d'une première rencontre. Ne tirez pas. Ouais, parce que qu'est-ce qui se passe? Comme je vous disais tout à l'heure, peut-être que ce jour-là, il était fatigué. Peut-être que ce jour-là, il était stressé de ses résultats. Peut-être que ce jour-là, elle avait mal dormi la nuit. Donc on ne prend pas de décision une première rencontre. La seule chose, comme je l'ai dit dans les cours précédentes, c'est de voir si cette personne est agréable à mes yeux. Ça, c'est important dans la Torah. Physiquement, est-ce que ce jeune homme a pas un nez trop long, d'accord, en trompette? Est-ce que cette jeune fille, son tempérament me convient? D'accord? Toutes ces choses-là, la première rencontre, elles doivent être, comment dirais-je, elles doivent être déterminées. Par contre, je vais vous dire quelque chose de très, très, très important. Même si ça vous paraît très difficile à gérer, parce que des fois on n'a pas les nerfs de remettre ça sur la table, on ne quitte jamais un jeune homme ou une jeune fille le premier soir. C'est-à-dire que si la première rencontre s'est mal passée, essayez quand même de la revoir une deuxième fois. Ou le revoir une deuxième fois. Parce qu'on ne peut pas frustrer quelqu'un, c'est très catégorique. Je veux dire, voir quelqu'un 1h30 ou 2 heures, faire un resto, sortir ensemble, je ne sais pas comment. Libre à vous, on n'est plus archaïque, que ce soit bien clair. Les shidurim, c'est pas forcément. Chacun à son niveau. Il est vrai que l'autre fois j'ai départagé ça en 3 niveaux, mais il est vrai que normalement un shidur, bon, il se fait en Israël, aller dans les couloirs des hôtels ou les bars des hôtels, vous allez voir que c'est plein de... Bon, il y a plusieurs façons de le faire, mais toujours est-il qu'on ne peut pas prendre de décision, d'accord? Pourquoi? Parce que la première fois, quel stress, on n'ose même pas se regarder, et on transpire, et on bégaye, et on va montrer des choses qui ne sont pas forcément celles de notre vrai comportement. Et ce qui serait bien aussi, ne sortez pas votre papier devant tout le monde, mais écrire sur un papier ce sur quoi vous allez discuter. Parce que des fois, les discussions sont ennuyantes. Pas forcément que la personne qui est en face de vous ne vous correspond pas, mais les discussions doivent être attractives, agréables et instructives et qui vont m'aider à apprendre sur l'autre. Donc, mettez-vous une petite liste de choses qui vont, ce qui vous plaît de faire, vos passions, vos sports, l'équipe de foot que vous soutenez, je ne sais pas.
toutes des genres de choses, que ce soit pas trop aussi, vous n'êtes pas en train de vous marier, vous voyez ce que je veux dire? Donc vous avez tout le temps de discuter des choses bien plus sérieuses après, que ce soit pas quelque chose de lourd, vous comprenez? Ça c'est la première rencontre. Deuxième rencontre, alors là, on va commencer à vivre un petit peu plus les choses en profondeur. C'est-à-dire que si on se revoit une deuxième fois, c'est que quelque part, on a envie d'avancer. On a envie d'en savoir un petit peu plus. Qu'est-ce que je vais essayer de savoir les fois qui vont venir? Alors, tout d'abord, voir est-ce que le jeune homme ou la jeune fille qui sont en face de moi, elles réagissent au même temps que moi. Il y a des gens qui réagissent doucement, qui n'ont pas la même vivacité d'esprit. Ça peut être un critère. Est-ce qu'on a le même tempérament? Est-ce qu'on a la même vivacité d'esprit? C'est ça que dit ici le Rav Cohen. Est-ce que y a de l'humour? Parce que des fois, tu racontes une blague super et la personne qui est en face de toi, elle décroche même pas un sourire. Ça, c'est grave. Ça veut dire qu'on a besoin d'avoir quand même quelqu'un qui soit assez jovial et qui donne l'envie de rigoler. D'accord? Est-ce que elle te laisse parler? Est-ce que la personne qui est en face de toi, elle te coupe en permanence? Ça aussi, c'est à voir. Est-ce qu'il y a une politesse? Il y a une politesse parce que, comme je vous ai dit l'autre fois, vous savez, malheureusement, on n'a pas tous la même éducation. Et vous avez peut-être excusez-moi, vous avez peut-être entretenu une relation, une éducation qui est très très polie, d'accord, et très très, pas maniérée, mais très gentleman, d'accord, ou des choses que vous n'allez pas pouvoir supporter, d'accord. Et donc si la personne qui est en face, vous voyez de suite que quelque part elle n'a pas la même façon, eh bien, de se comporter, ça aussi, ça doit être quelque part une réflexion à avoir. Est-ce que la personne qui est en face de vous, elle est facile à convaincre ou elle reste sur ses positions? Ça aussi, ça doit être un point important. Parce que très souvent, vous savez, dans un couple, on aura des décisions à prendre. Et on aura chacun sa façon de penser. Et très souvent, il va falloir venir vers l'autre et dire, bon, tu sais quoi, chérie? Allez, d'accord, on fait comme toi. Ça, c'est très, très fort. Parce que des fois, vous avez quand vous êtes entre copains, tu veux pas faire comme moi, ciao, bye, on se revoit demain. Mais quand tu es avec ta femme ou avec ton mari, il y a des décisions à prendre. Et donc, si la personne qui est en face de toi, elle reste sur ses positions, ça peut être problématique. Voir aussi, est-ce que dans la maison, quand il y a une décision à prendre chez ses parents, d'accord, homme, femme, garçon, fille, qui prend les décisions? Est-ce que c'est tendance à donner plus au mari ou plus à la femme ou plus égal? Parce que, encore une fois, le schéma qu'on aura vu chez les parents, eh bien, c'est ce qui va quelque part être reproduit chez les enfants. Autre chose aussi, est-ce que, alors ça paraît des fois un petit peu simplé, mais est-ce que sa voix te plaît? Est-ce qu'il n'y a pas une voix très très forte comme ça qui peut déranger, d'accord? Une voix douce, une voix agréable, est-ce que sa voix te plaît? Est-ce que son nom te plaît? Je pense qu'on l'avait dit la semaine dernière aussi. Et ça, je le dis souvent à mes khatanim, écoutez bien, s'il y a des jeunes hommes ou des jeunes filles qui sont ce soir dans cette période de Shidduchim, est-ce que la rencontre que vous êtes en train de faire maintenant, vous aimeriez qu'elle s'arrête ou vous aimeriez qu'elle continue? Moi, c'est souvent ça que je dis à mes khatanim. C'est-à-dire que quand tu l'as quittée ce soir, est-ce que tu avais envie de la revoir? Ou tu t'es dit, oh là là, quel lourd celui-là, j'ai plus. Alors, je change du féminin au masculin pour vraiment donner à tout le monde la compréhension. Ou quand tu l'as lâché, tu dis, oh là là, quelle lourdeur, il ne faut plus que je le revoie. Voilà, donc, est-ce que tu aurais plaisir à retrouver, encore une fois, à le revoir ou à la revoir? Ou bien, quelque part, tu es content que ça s'est fini? Oui, alors changer aussi d'endroit. Pas à chaque fois aller au restaurant de grillade ou pas à chaque fois aller visiter tel et tel endroit ou tel musée. Non, changer d'endroit. Quand vous vous rencontrez, ne vous rencontrez pas au même endroit. Parce que très souvent, l'esprit, il s'ouvre. Là, je suis à la mer, mon esprit il s'ouvre de cette façon. Là, je suis à cet endroit. Quand on fait des rencontres, il ne faut pas que ce soit toujours au même endroit. Aussi, voir, comme j'ai dit tout à l'heure, est-ce que la hirat shamaïm, la crainte de Dieu vis-à-vis de cette personne, c'est quelque chose d'important? Est-ce qu'elle entretient cette hirat shamaïm?
Est-ce qu'elle a, elle a cet amour pour Hachem, cet amour pour la Torah, cet amour pour les mitzvot? On l'a déjà dit tout à l'heure. Est-ce qu'on peut lui faire confiance? Est-ce que c'est quelqu'un ou quelqu'une, ou un jeune homme ou une jeune fille sur qui je peux compter? Parce que je vais vous dire la vérité, aujourd'hui on rencontre des couples, moi je vous dis j'ai le sentiment, on a l'impression que c'est des bébés kadem, des enfants. Eux ils peuvent gérer une maison, mais ils pensent qu'à s'amuser, à sortir, à boire, à fumer, à dépenser, à jouer. C'est pas possible. Est-ce que le jeune homme ou la jeune fille que j'ai en face de moi, c'est quelqu'un qui veut véritablement fonder une famille? Est-ce qu'elle a envie de créer véritablement une famille? Autre chose aussi, est-ce que le discours que j'ai, c'est fluide? Ou alors il y a des blancs? Vous savez, des fois on est assis en face d'un garçon ou une fille, il n'y a rien à se dire. J'ai des fois des khatanim qui m'ont raconté qu'ils ont passé 1 heure, enfin des khatanim, des jeunes hommes ou des jeunes filles, 1 heure ensemble et il y avait des blancs toutes les 5 minutes, c'est horrible. Voilà, peut-être quelque part, le critère qui peut m'aider, savoir est-ce que la personne qui est en face de moi, c'est quelqu'un avec qui je peux parler pendant 2 heures, je m'en suis pas rendu compte. Ça montre quelque part hein, une certaine correspondance. Mais s'il n'y a pas de discussion, si c'est pas agréable, et si on sent que c'est lourd, et que c'est fatigant, et que c'est... faut pas continuer. Qu'est-ce qui peut être un facteur de dérangement quand on rencontre un jeune homme ou une jeune fille? Comme j'ai dit tout à l'heure, il faut voir est-ce que ce sont des gens, la personne qui est en face de moi, est-ce que c'est une personne qui est calme, qui est posée? Est-ce qu'elle est stressée? Est-ce qu'elle regarde dans tous les sens? Est-ce que toutes les... Je vous en supplie, éteignez vos portables. Quand vous allez à une rencontre, c'est sûrement pas le moment de regarder son portable au moment où on parle. On discute. À ce moment-là, on éteint les portables et on discute pendant 1 heure et demie, 2 heures, on va discuter ensemble. Si toutes les minutes, vous allez voir votre portable, vous risquez de planter un rendez-vous pour rien. Tout simplement parce que vous étiez en train de recevoir un SMS d'une copine qui disait « Ah alors, comment il est? Dis-moi. » Tu éteins ton portable. Tu es en train de voir avec qui tu vas passer peut-être le restant de tes jours. C'est pas le moment de regarder ton portable. Oui, alors aussi... des fois, malheureusement, le garçon ou la jeune fille, elle est à Marseille, par exemple, et l'autre, le conjoint, il est à Paris. Alors, soyez agréable, que ce ne soit pas toujours d'un sens. Ouais, mais j'ai mon boulot, j'ai mon truc, j'ai mon machin. T'as rien du tout, baba. Tu vas prendre 5 ou 6 jours d'arrêt, d'accord? Et tu vas aller, toi aussi, te rendre dans la ville du garçon ou de la fille. C'est pas qu'à un sens, vous comprenez? Autant que pour toi, c'est fatigant, autant pour elle, d'accord, c'est quelque chose qui va être fatigant de devoir voyager. Donc, laissez-vous le choix de faire une fois à Marseille, une fois à Paris, une fois... oui, exactement, Gabriel, tu as tout à fait raison. Si vous avez des questions, les personnes qui nous regardent ce soir, vous pouvez les poser, n'ayez pas honte, au contraire. Parce que des fois, après, malheureusement, retrouver les questions dans les commentaires, c'est un peu plus compliqué. J'ai eu ce problème samedi soir. Posez vos questions, n'ayez pas honte. Alors, maintenant, on va avancer un petit peu plus. Eh bien, comment on décide que la personne qui est en face de moi, c'est la personne de ma vie? Alors, il y en a beaucoup qui vont dire, ouais, ben, il faut faire des feux d'artifice, il faut s'agenouiller devant la fille. Oui, ok, faites-le. Mais de quelle manière? Alors, déjà, il dit ici le Rav Simcha Cohen, il ne faut pas montrer un empressement immédiat. Vous vous êtes rencontrés, vous avez... alors encore une fois, ça va dépendre beaucoup dans le milieu Haredi, les Haredim qui nous regardent ce soir, et les autres ils vont rigoler, ceux qui comprennent, parce que, encore une fois, il y a 2 aspects de rencontre. Il y a l'aspect rencontre niveau 3 et l'aspect rencontre niveau 1. Alors l'aspect rencontre niveau 3, yeshivot, séminaire, etc. Après 2 rencontres, c'est sûr qu'on ne va pas officialiser. Hein, ça c'est certain. Mais après 6, 7, 8, 9, 10 rencontres, qu'est-ce que tu peux encore chercher, ces jeunes filles ou ces jeunes hommes, à trouver que tu n'as pas encore trouvé, Ribono Shalom? Ça y est. Et au niveau 2, au niveau 1, je dirais qu'après 3 mois, 4 mois, vous vous êtes vus, vous vous êtes revus, et vous, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Comme je dis souvent, si le garçon ou la jeune fille qui sont en face de vous, vous les auriez présentés au meilleur de vos amis, alors il n'y a pas de doute.
si pour vous c'est des gens de valeur, c'est des gens que la famille correspond, c'est des gens qui veulent avancer, arrêtez d'attendre. Alors, je vais officialiser dans 3 mois. On fera les fiançailles d'ici 1 an et demi. Et dans 4 ans, quand on aura fini nos examens, ben on se mariera. Vous vous rendez compte toute l'eau qui va passer en dessous des ponts? Vous vous rendez compte toutes les tentations que vous allez pouvoir avoir durant tous ces mois et peut-être qu'il va y avoir un certain épuisement. Alors d'un côté, on ne vous dit pas de vous marier du jour au lendemain, mais d'un autre côté, de ne pas laisser traîner. Si vous gagnez correctement votre vie, lui et elle, si vous avez la possibilité d'être maintenant ensemble et de pouvoir construire quelque chose de sérieux, pourquoi attendre, Ribono Shel Olam? Pourquoi attendre? Malheureusement, c'est ça qui des fois... c'est ça qui des fois ne va pas vous aider. Alors, il dit ici le Rav Simcha Cohen que très souvent, plus les garçons vont décider plus vite que les filles de se marier. D'accord? Les garçons vont décider plus vite que les filles. Pourquoi? Alors ça, je vous l'ai dit, parce qu'une jeune fille, une femme, elle est beaucoup plus remplie de sentiments qu'un garçon. Un garçon, c'est technique. La fille me correspond, je vois en elle un potentiel, tac, tac, allez, on se marie. Une fille, c'est beaucoup plus réfléchi, d'accord? C'est-à-dire qu'elle a des sentiments, elle veut voir que tout lui correspond. Tous ces sentiments qui se mêlent à ses pensées vont faire que, quelque part, même si elle a très envie, en fait, de faire ce pas, elle va avoir du mal. Donc ça, c'est normal qu'on ait, quelque part, avoir plus de doutes chez les garçons que chez les filles. Alors, il y a Yaniv qui me demande ici, Rav, votre point de vue sur le mariage en étant étudiant. Alors, très très bonne question, Yaniv. Et je vais te dire la chose suivante. Se marier étudiant, ça implique qu'il n'y aura pas forcément une parnassa, il n'y aura pas forcément d'argent et de salaire qui vont rentrer. Alors, de deux choses l'une. Si vous avez des parents ou des proches de la famille qui peuvent, sans vous mettre de stress, vous soutenir, excusez-moi, durant ces quelques années, alors pourquoi attendre? Pourquoi attendre? Mais si le niveau de parnassa, le niveau d'argent est très très compliqué, et qu'en fait ça va donner plus de stress de se marier dans cette situation que dans un moment où chacun rentrera un salaire, bien évidemment qu'il faut attendre. Mais combien attendre? Alors il faut faire un projet. Comme je dis déjà, faire les fiançailles. Les fiançailles, ça n'engage en rien, entre guillemets, au niveau parnassa. Je vais faire un petit fiançailles et se dire que dans 6 ou 7 mois, on va penser déjà à un mariage. Encore une fois, Yaniv, le plus intelligent, ce serait de d'abord terminer ses études. Encore une fois, si on n'est pas capable de subvenir à ses besoins, et après rencontrer une jeune fille ou un jeune homme. Mais si on les a déjà rencontrés, alors on a engagé un processus, alors, tu veux te marier ou tu veux attendre? Oui, tu vois ce que je veux dire? Il faut être capable de commencer quelque chose, mais d'aller jusqu'au bout. Voilà. Alors, des fois, il y a des hésitations. Vous savez, j'aimerais finaliser avec ce jeune homme ou cette jeune fille, mais je ne suis pas trop sûr que ça puisse me correspondre. Alors, vos hésitations, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut les partager. Non pas avec toute la rue, non pas avec tout le quartier, non pas sur Facebook. Statut de ce soir, j'ai rencontré un garçon, qu'en pensez-vous? Non, pas sur Facebook. Vous allez prendre des gens qui correspondent et qui, encore une fois, peuvent vous donner espérance et ont déjà derrière eux une connaissance sur les Shidduchim. Et puis vous allez exposer devant eux, d'accord, vos doutes, mais pas devant des copains, pas devant des gens qui en fait vont vous dire ouais ben écoute laisse tomber, et en fait tu es en train de passer devant la femme ou le garçon de ta vie. Donc quand vous vous renseignez, d'accord, il faut pas le crier sur tous les toits, comme j'ai dit l'autre fois, tout à l'heure, on a besoin que ce soit discret. Alors j'ai ici Samuel qui demande, j'ai 21 ans, elle a 19, je suis religieux, elle non. Comment faire? Honnêtement, l'attachement est très présent.
Alors, je ne sais pas si Samuel, tu étais là au début, et j'ai dit qu'au niveau du religieux, c'est très, très, très compliqué. Pour la simple et bonne raison, c'est que la fille que tu fréquentes en ce moment, elle a ses droits d'être au niveau où elle est. Je veux dire, on ne peut pas l'obliger d'être plus du jour au lendemain. Et donc aujourd'hui, tu ne vois pas d'inconvénient parce que vous ne vivez pas ensemble. Mais quand on vit ensemble, au niveau de la cache-route, au niveau de la pureté familiale, au niveau des hagim, au niveau de la télévision le Shabbat, au niveau des moments d'études, parce que j'imagine que si c'est religieux, tu fixes des moments d'études, toutes ces choses-là, c'est des choses qu'elle ne va pas forcément accepter et adapter depuis le début. Et donc, si il y a ce décalage, j'ai crainte à te dire que ça va créer des tensions, malheureusement, et que je t'aurais conseillé de peut-être déjà lui proposer peut-être de participer à des shiurim, cette démarche d'avancer dans le judaïsme, elle doit se faire avant, mais surtout pas après. Surtout pas après, parce que après, encore une fois, j'ai dit, ça crée des tensions au niveau familial, au niveau relationnel, qui des fois deviennent très très néfastes pour le couple. C'est pour ça que je pense qu'au préalable, il faut que d'abord elle-même avance et soit peut-être prête à être au même niveau. Michael, tu peux nous dire pourquoi est-ce que tu n'es pas d'accord? Il n'y a pas de souci. Et Abraham, ça le fait rigoler. Il faut qu'il me dise aussi pourquoi. Non, ce que je veux dire par là, c'est que très souvent, on a le coup de foudre, et peut-être que c'est sûrement Minash Hamaïm, mais il faut quand même avoir la lucidité de se dire, est-ce qu'on part sur le même pied d'estal, ou bien on n'est pas sur le même pied, mais on se dit, bah, c'est pas grave, je vais le ou la rendre un petit peu plus religieuse après. Mais après, ce sera difficile, mon ami. Ça veut dire qu'est-ce qu'après, il va être capable tous les Shabbatot d'être chômeur Shabbat? Aujourd'hui, c'est tout juste, il vient à la choule. Est-ce qu'après le mariage, elle va être capable, parce que toi, dans ta famille, tout le monde s'est couvert la tête, est-ce qu'elle va se couvrir la tête? Il y a des jeunes filles qui ne sont pas prêtes à se couvrir la tête, qui veulent laisser encore leurs cheveux. Donc, toutes ces choses-là, d'accord? C'est des choses qui doivent être prises en ligne de compte. Alors, après, vous savez, des fois, on est ensemble. Alors, peut-être avant de commencer, est-ce que le Mazal peut être une personne comme celle-là? Ou c'est forcément une fille religieuse? C'est compliqué, Samuel, de rentrer dans l'histoire des Mazalot. Parce que Bonagid Kakadosh Baruch Hu, il t'envoie quelqu'un qui te correspond. Ça ne peut pas être quelqu'un qui a un tellement grand décalage et qu'Hachem, il attend de toi que tu fasses du kirouv avec ta fiancée. Ce n'est pas le but. D'accord? On a assez, comme je le dis toujours, de choses à pouvoir mettre au même niveau après le mariage pour encore mettre sur la table, oui, eh bien, l'histoire de la religion. Moi, c'est ce que je pense. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses après à ranger ensemble et à se mettre d'accord et à faire des concessions. Si en plus de ça, il va falloir que tu la convainques encore d'être un petit peu... Ce sera difficile, Samuel. Peut-être que tu seras capable, je ne sais pas, je ne te connais pas assez, mais c'est quand même difficile. Alors, aussi un cas qui est spécial et que Rav Simcha Cohen ici en parle, c'est que très souvent, dans l'histoire des Shidurim, ça fait longtemps qu'on est ensemble, ça fait longtemps qu'on se fréquente, mais on n'arrive pas à faire un pas en avant, quelque chose de plus sérieux. Alors mon Rav, il avait dit que quand il y a encore cette distance, c'est-à-dire que tout est bien, la fille et le garçon s'entendent à merveille, mais il y a encore cette froideur, il manque cette proximité. Alors mon Rav, il avait donné un conseil, je ne vais peut-être pas dire son nom pour ne pas l'impliquer si je ne le redis pas de façon exacte. Il avait dit que quelque part, pour pouvoir se rapprocher, il faut se faire des confidences. Livrer des confidences entre nous. C'est-à-dire dire des choses un petit peu plus personnelles. Parce que quand on dit, le Rav disait, quand je dis quelque chose d'un petit peu plus personnel sur moi, eh bien ça crée une proximité. Je t'en prie Samuel, avec plaisir. Ça crée une proximité qui va me donner la possibilité d'aller plus loin. Faire des compliments. Ça aussi, ça peut être quelque chose qui va nous rapprocher et nous aider à avancer. L'appeler par son nom. Hein? Comment ça, tu sais, David, tu sais, Yaël, voilà. L'appeler par son nom. D'accord? Faire des compliments sur sa famille. Faire des compliments, être souriant. Parce que des fois,
on se fréquente, on discute ensemble, mais bon, on n'a pas encore plaisanté ensemble. Ça aussi, c'est important. Le sourire et être jovial. Alors, il y a aussi des fois, comme j'ai dit au début, le physique rentre en compte. Alors, normalement, comme je vous l'ai dit au début, le physique, c'est quelque chose qui doit se voir depuis le début. C'est pas que tu vas... Et ça, je vous dis, les gens qui font ça, ils devront rendre des comptes. Un garçon ou une jeune fille qui fréquente, donc un garçon ou une jeune fille, d'accord, il fréquente déjà quelqu'un pendant un certain temps, et puis après, il en trouve une plus belle ou un plus belle, ou quelqu'un de plus beau, et du jour au lendemain, il laisse tomber la personne. Moi, je vais vous dire la vérité, ces gens-là, ils vont devoir rendre des comptes, et très souvent, je ne vais pas vous faire peur, mais parce que je veux vous dire, il y a des fois où il y a des gens, d'accord, qui vivent une aventure et qui ont laissé entendre que cette aventure, elle allait continuer et elle allait prendre de l'ampleur. Ils ont donné espérance à la personne qui était en face, et bien que quelque part, quelque chose allait se passer. Et ce qui se passe, c'est qu'à la fin, comme j'ai dit tout à l'heure, l'autre fois, on a de multiples raisons de finalement refuser. Il faut s'arranger. Écoutez-moi bien ce que je vais vous dire. Que la personne qu'on a rencontrée, elle ne garde pas des marques de cette rencontre. De la susceptibilité, de la frustration, de la peine. Parce que très souvent, qu'est-ce qu'on s'est rendu compte? Le garçon ou la jeune fille, il a plaqué son conjoint, d'accord? Et puis lui, il a été se trouver la personne qui lui correspondait. Ils se sont mariés, des années sont passées, et ils n'ont pas eu d'enfant. Et quand on est parti voir le Gadol, le Rav de la génération, le Rav, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, vous n'étiez pas avec quelqu'un d'autre avant. Vous ne l'avez pas manqué de respect, vous ne l'avez pas laissé miroboler que ça allait bien se passer, vous ne l'avez pas laissé entendre que vous y allez. Et la personne a dit, oui, c'est vrai. C'est vrai, ça m'est arrivé, et à cause de ça, je m'en suis voulu, mais je ne me suis pas senti d'écrire. Il faut que ce soit bien clair. Quand on arrête une relation, il faut obtenir l'excuse que mutuellement on s'est pardonné cette période. Parce que l'akpeda, comment dire ça en français? Le fait, s'il y a quelqu'un qui peut m'aider à me traduire en bas, l'akpeda, c'est quelqu'un qui en veut. Voilà, le fait d'en vouloir à quelqu'un, Bachamaïm dans le ciel, ça peut retenir le mazal. Et donc très souvent, j'ai eu, il y a quelques mois de ça, quelqu'un qui m'a appelé, qui était démoralisé, que Dieu nous en préserve. Il a échoué dans beaucoup de choses dans sa vie. Beaucoup de choses. Et jusqu'à aujourd'hui, bon, malheureusement, j'essaie de changer pour pas de faire allusion de qui je parle. Et malheureusement, voilà, la rancune, ne pas avoir de rancune, Razak Nathan. Et donc, il est venu me voir et j'en peux plus, Rav, je suis pas marié, j'ai dû divorcer. Je lui ai dit, comment quelqu'un il peut subir autant? Écoutez bien. Je lui ai dit, dis-moi quelque chose. Je lui ai dit, quand tu étais jeune, est-ce que ça t'est jamais arrivé d'offusquer quelqu'un ou de lui laisser entendre que tu allais te marier avec elle? Il m'a dit, Rav, mon péché mignon à l'époque, c'était quelque part, on va dire comme dans le jargon des jeunes, de brancher des filles, de leur laisser entendre que j'étais très intéressé par elles, et puis à la fin, je les laissais tomber. Et j'ai dit, il faut que tu ailles leur demander pardon. Et il m'a dit, mais il y en a tellement, Rav, que je ne sais pas par où commencer. C'est vous dire que des fois, la rancœur de quelqu'un, des fois, je ne dis pas que c'est la attention, qu'on me comprenne pas mal, je ne dis pas que la raison principale pour laquelle aujourd'hui il y a des garçons et des filles qui ne sont pas mariés, c'est parce qu'à un moment ou un instant T de leur vie, ils ont offusqué quelqu'un. Non, ça je ne le dirai pas. Mais je dis que des fois, eh bien, quelque part, laisser libre échange de changer de partenaire comme ça du jour au lendemain, de plaquer quelqu'un, vous imaginez pas la souffrance, particulièrement pour une fille. Ceux qui ont suivi mon cours de Shalom Bayit samedi soir, ils ont vu ce que c'est ce que ça peut faire la rancœur d'une fille, c'est ineffaçable. Donc il faut prendre les choses en main, les amis, de faire attention, de pas offusquer, de pas brusquer, de pas vexer des gens et les laisser comme ça. Voilà. Alors très chers amis, ça fait déjà plus d'1 heure qu'on parle ensemble. J'aurais voulu continuer, mais je ne vais pas vous prendre plus de temps que ça. La semaine prochaine, si tout va bien, eh bien, on parlera
On parlera, si Dieu veut, de la période carrément de la décision, d'accord, quand les choses sont faites, quand pratiquement on a ce qu'on appelle le vort, ce moment-là où on est vraiment réunis chez la famille pour se marier, des doutes qui peuvent être créés même après cette période au moment des fiançailles jusqu'au mariage, Be'ezrat Hashem. Je vous dis à très très bientôt, Be'ezrat Hashem, pour un nouveau cours sur le Shidour. Et j'aimerais dès maintenant vous prévenir, pour les personnes qui sont sur Marseille, Be'ezrat Hashem, nous allons organiser d'ici décembre une grande soirée sur le thème du Shalom Bayit. Le lieu et les modalités vous seront remis en MP, en message privé. Vous pouvez me communiquer ou sur la page du Selfie Torah pour les personnes qui sont à Marseille ou qui habitent proche de Marseille. Une grande soirée restaurant sur le thème du couple, cette fois-ci pour ceux qui sont mariés, aura lieu. Je vous invite à tous à prendre contact pour être au courant donc du lieu et de l'heure, d'accord, et de la date surtout, à l'endroit où ça se passera. J'espère que nous serons nombreux. Ce cours sera aussi retranscrit, Be'ezrat Hashem, sur le Selfie Torah. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau selfie. Et chez Nishma Besorot Tovot, que nous entendions que de bonnes nouvelles. Ashta Ba'agala Wizman Kariv, Venomar, Amen.